En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un tas d'hommes convaincus que leur relation va bien. Un peu froide, oui. Un peu bizarre, aussi. Mais bien, elle est toujours là. Elle continue de répondre. Elle continue d'apparaître quand tu as besoin d'elle. Et ils ont tort. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai vu mon ami, Rodrigo, le vivre. Parce que mon grand frère est passé exactement par là et a mis 8 mois à accepter ce que tous autour de lui voyaient déjà dès le premier mois. Elle est déjà partie. Pas avec les valises. Pas avec un message. Elle est partie de l'intérieur, en silence. Et toi, tu continues d'être ici, attendant une preuve qu'elle ne va pas te donner. Le problème n'est pas que tu sois bête. Le problème est que personne ne t'a appris à lire les schémas. On t'a appris à attendre la trahison, la rupture, le drame. Pendant ce temps, le match s'est déjà décidé. Et s'il y a un autre type dans le cadre, tu as besoin de le savoir maintenant. Pas dans 3 mois, quand tu n'auras plus aucune dignité à récupérer. Assieds-toi. Ça va faire mal, mais ça va te servir. Et si d'entrer une vérité que tu avais besoin d'entendre t'est déjà tombée dessus, laisse ton like maintenant, parce que cela me dit que ce type de contenu t'ouvre les yeux. Et on continue. Je vais commencer par quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre, et que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 28 ans, en prenant une bière sans détour. La tromperie, la rupture, la disparition, ce ne sont que les titres. L'histoire avait déjà des chapitres quand tout cela est arrivé. Machiavel, il y a plus de 500 ans, a compris quelque chose que la majorité des hommes modernes refusent de voir. Celui qui attend que le dommage soit visible pour agir est déjà arrivé en retard. Le prince qui attend de voir le feu pour reconnaître le danger a déjà la maison brûlée. Le pouvoir se perd bien avant que quelqu'un ne te l'enlève formellement. C'est ainsi que fonctionne une relation quand elle commence à tomber. Personne ne perd une relation le jour de la rupture. Il l'a perdue des semaines avant, des mois avant, quand il a commencé à perdre de l'espace dans la tête d'elle et n'a rien fait parce qu'il ne voyait pas de preuves. Mon ami Rodrigo, celui dont je vous parle, a appris que sa femme était émotionnellement avec un autre type depuis 3 mois avant qu'il n'y ait quelque chose de physique. 3 mois. Et quand il me l'a raconté, il m'a dit quelque chose que je n'oublie pas. Le pire n'a pas été la tromperie, mon ami. Le pire a été de me rendre compte de quand on commençait les signaux, et moi là, si tranquille, croyant que tout allait bien. C'est ça qui détruit. Pas le fait. La négation avant le fait. L'homme naïf attend la confession. L'homme lucide lit le comportement. Et le premier endroit où ce comportement change avant toute autre chose est le plus évident et le plus ignoré de tous. La conversation. Elle n'arrête pas de te parler d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais que ce soit aussi évident. Ce qui se passe est plus chirurgical, plus difficile à nommer, et c'est pour ça que c'est plus dangereux. Les messages deviennent plus courts. Les réponses arrivent plus tard. Mais cela, on ne peut te l'expliquer que par le travail, la fatigue, 1000 choses. Ce qui change réellement, ce qui n'a pas d'autre explication, c'est l'investissement émotionnel. Avant, elle demandait « Comment ça s'est passé ?» Et ensuite « Qu'est-ce qui est arrivé ? Raconte-moi plus. » Elle alimentait la conversation parce qu'elle voulait être dedans. Parce que ce qui se passait avec toi lui importait. Maintenant, tu envoies un message et tu reçois en retour le minimum fonctionnel pour ne pas paraître grossière. Tu lui racontes quelque chose d'important et tu reçois un « ha ha ha, c'est drôle » et silence. Tu lui envoies un audio de 2 minutes et elle te répond « Oui, j'ai compris. Ce n'est pas une personne occupée. C'est une personne qui n'est plus là. » Il y a un concept que Machiavel manie dans son analyse du pouvoir qui s'applique parfaitement ici. Une personne te donne une attention proportionnelle à la valeur qu'elle assigne à ce que tu peux lui offrir. Ce n'est pas cruel, c'est simplement comment fonctionne l'intérêt humain. Quand la valeur perçue tombe, l'attention tombe avec elle, sans drame, sans annonce, elle tombe juste. Et ici vient ce qui m'a personnellement brisé l'âme quand je l'ai compris. Tu es encore dans la conversation, mais tu n'es plus dans sa tête. Tu es une tâche de communication, une petite case qu'elle marque comme complétée, et elle continue sa journée. L'erreur classique à ce point, et je la connais parce que je l'ai commise, est d'essayer de compenser avec plus de messages, plus de questions, plus de blagues, plus de présence numérique, comme si le volume pouvait substituer l'intérêt. Il ne peut pas. Cela rend juste le contraste plus visible pour elle. Mais il y a un signal encore plus concret que les messages froids.
Un qu'il est impossible de rationaliser parce qu'il est complètement objectif. Le temps. Personne n'est trop occupé pour qui il veut vraiment. Je le sais. Ça sonne comme un mème. Mais écoute-moi bien, parce que ce n'est pas de la philosophie motivationnelle. C'est de l'observation de comportements basiques. Quand quelqu'un veut quelque chose, il réorganise. Il ouvre du temps. Il invente de l'espace là où il n'y en avait pas. Nous l'avons tous fait. Nous arrivons en retard au travail pour ne pas raccrocher le téléphone. Nous annulons des plans pour voir quelqu'un qui nous importe. C'est le désir agissant dans la réalité. Maintenant, dis-moi quelque chose. Elle a du temps pour tout, sauf pour toi. Curieusement, la femme qui est très occupée continue de trouver du temps pour sortir avec ses amis, répondre aux potins de groupe, voir 3 saisons d'une série et apparaître partout sur Instagram. Pour toi, c'est que je suis très fatigué, mon ami. Avant, c'était différent. Avant, elle t'envoyait des photos sans raison. Elle te taguait dans une publication ridicule juste pour t'inclure. Elle proposait des plans avant que tu n'aies à les suggérer. Elle te racontait des détails de la journée qui n'avaient aucun autre but que de te faire sentir partie de son monde. Ces gestes ne disparaissent pas seuls. Ils disparaissent parce que l'énergie qui les produisait est allée ailleurs. Celui qui désire crée de l'espace. Celui qui ne désire plus administre la présence. Et quand tu deviens un ajustement d'agenda, quelqu'un qu'elle met quand elle n'a rien de mieux, ta position a déjà chuté. Probablement, il y a des semaines. Et si jusqu'ici tu as déjà commencé à connecter des points que tu n'avais jamais voulu nommer, je te dis quelque chose directement. Il y a des choses que je ne peux pas te dire ici sur YouTube. Des choses qui ne passent pas le filtre de cette plateforme, mais qui changent complètement comment tu te tiens face à une femme et comment tu cesses de vivre en réagissant. Cela, tu le trouves à l'intérieur du code de l'obsession. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à inverser le scénario pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et cela dit, allons à la suite, parce que c'est ici que le schéma cesse d'être subtil. Il n'a pas besoin d'y avoir trahison encore. Il n'a pas besoin d'y avoir rien de physique. Il suffit qu'il existe un homme qui soit en train de générer en elle quelque chose que tu as cessé de générer ou que peut-être tu n'as jamais généré avec cette intensité. Et quand cela arrive, elle cesse de te voir avec les mêmes yeux, parce que maintenant, elle a une référence nouvelle. Beaucoup de gens appellent cela de la paranoïa masculine. Moi, j'appelle cela lire la pièce avant qu'on ne t'allume la lumière au visage. Voici la mécanique réelle, et c'est inconfortable, mais nécessaire. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se perd pas uniquement par tes erreurs. Il se perd quand quelqu'un d'autre offre une alternative qui fait que ta valeur relative diminue. Tu n'as pas besoin d'empirer pour perdre ta position. Il suffit que quelqu'un d'autre apparaisse et génère la comparaison. Ce qu'elle tolérait chez toi commence à l'irriter. Ce qui avant était « il est comme ça », maintenant est un défaut. Ce qui était stabilité, maintenant est ennui. Ce qui était confiance, maintenant est conformisme. Tu n'as pas changé. Le standard a changé. C'est exactement comme quand tu utilises le même téléphone portable 2 ans et tu ne te plains jamais, jusqu'à ce que tu prennes le téléphone du copain et tu l'utilises 10 minutes. Soudain, le tien se sent lent, l'écran petit, la caméra mauvaise. Le téléphone ne s'est pas empiré. La comparaison est arrivée. Et le plus vache de tout ça, ce que personne ne veut accepter, c'est que le problème n'est même pas que l'autre soit meilleur que toi objectivement. Le problème est l'effet psychologique de la nouveauté. Le nouveau génère de l'excitation avec laquelle l'établi ne peut pas rivaliser. Pas par mérite, par biochimie pure. Et oui, frère, à ce point tu dois être honnête avec toi-même. S'il y a un nouvel homme dans le cadre et qu'elle agit ainsi, il est possible, pas sûr, mais possible, que tu portes déjà des cornes sans le savoir. Non pas parce que tu es mauvais ou déficient, mais parce que le jeu a déjà commencé sans que personne ne te prévienne des règles. Et c'est exactement ici que commencent les discours qui sonnent matures, mais sentent bizarres. J'ai besoin de mon espace. Je veux me concentrer sur moi. Je ne suis pas dans un moment de relation. Tu mérites quelqu'un de plus présent. Joli, n'est-ce pas? Ça sonne comme une croissance personnelle. Non, ça sonne comme une maturité émotionnelle. Ça sonne comme si elle était honnête et attentionnée avec tes sentiments. Parfois elle l'est. Je vais être juste ici parce qu'on ne me paie pas pour favoriser aucun camp. Il y a des femmes qui sont sincèrement dans un processus personnel, et c'est réel et valide. Mais il y a une façon de le distinguer, et c'est simple. La maturité réelle n'a pas besoin d'éloignement stratégique.
L'éloignement stratégique a besoin d'un discours mature comme emballage. Si elle te dit « je veux me concentrer sur moi », mais continue d'être active partout, continue de sortir, continue d'être présente pour tout le monde, sauf pour toi. Le focus n'est pas elle. Le focus a changé de direction. Machiavel était très clair sur quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. Les personnes annoncent rarement leurs intentions réelles. Ce qu'elles annoncent est la version de leurs intentions qui les fait le mieux paraître. Ce n'est pas de la méchanceté calculée dans tous les cas. C'est un instinct d'autoprotection. Personne ne veut être le méchant de sa propre histoire. Elle est en train de t'ouvrir de la distance pour tester des options sans se responsabiliser immédiatement, sans avoir à te regarder dans les yeux et te dire la vérité que les deux savent, mais qu'aucun n'a dit à voix haute. Et je comprends vraiment, que tu veuilles croire la version la plus confortable. Mon frère l'a cru pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels elle avait basiquement un pied dehors et lui continuait de planifier le prochain voyage ensemble. Cela fait mal d'une manière très spécifique, non seulement la tromperie, le fait d'avoir été si disposé à ne pas voir. Mais le pire, ce qui transforme une situation difficile en un désastre complet, c'est ce qui vient après. Tu entres en panique, tu commences à réclamer des explications, tu envoies de longs messages en lui disant ce que tu ressens, tu lui demandes de parler sérieusement, tu essaies d'arranger le refroidissement à pure force de volonté et désespoir. Arrête, respire et écoute-moi. Cherches-tu de la clarté ou implores-tu qu'on ne t'écarte pas? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux choses et la manière dont tu agis lui dit exactement quelle est la vérité. Quand tu mets la pression, réclame, envoie le message de « je sens que quelque chose ne va pas entre nous » pour la 5e fois. Ce que tu communiques n'est ni amour ni engagement. Tu communiques une seule chose, que tu sais déjà que tu as perdu et que tu es désespéré de récupérer. Et le désespoir ne récupère pas de position, il la confirme. Machiavel comprenait cela d'une façon que tout homme devrait se tatouer. Démontrer que tu as besoin de quelque chose donne à l'autre personne le pouvoir complet sur toi. Peu importe à quel point ton besoin est justifié. Au moment où tu le montres sans contrôle, tu as changé la dynamique de façon permanente. Pense-y comme un match de football. L'équipe qui est en train de perdre et commence à jouer désespérée, à tenter le tout pour le tout de n'importe quelle manière, à pousser sans stratégie. Que se passe-t-il? Elle ouvre des espaces, reçoit plus de buts, perd plus. Plus tu cours derrière sa validation en ce moment, plus tu confirmes que tu es déjà en bas. Plus tu baisses le peu qui restait de ta valeur perçue. Et un cycle brutal se forme. Elle se refroidit, tu mets la pression. Elle s'éloigne plus, tu mets plus la pression. Et la chute devient irréversible. Et ici je veux te lire, parce que je sais que beaucoup sont déjà passés par là, et d'autres entrent juste maintenant dans ce piège. Laisse-moi dans les commentaires si tu t'es déjà vu dans cette situation. Et quel serait le conseil le plus vache et le plus utile que tu laisserais à un autre homme pour qu'il ne commette pas la même erreur? Parce que parfois, une seule vérité dite à temps épargne des mois d'humiliation à quelqu'un. Et maintenant, oui, je te dis ce que personne ne veut entendre. Bon, nous sommes arrivés ici. Personne d'autre ne va te dire cela avec cette clarté. Alors je te le dis moi, avec respect et sans fioriture. S'il y a un autre homme qui déstabilise la position que tu croyais sûre, cette position n'a jamais été aussi solide que tu le pensais. Ce n'est pas ta faute à 100%. Ce n'est pas sa faute à 100%. Les positions se construisent, se maintiennent et se perdent. Et généralement, elles se perdent par accumulation de petites négligences qui seules semblent inoffensives, mais ensemble forment un modèle clair. Et ici vient la dernière référence à Machiavel, la plus importante, celle qu'il m'a été le plus difficile d'accepter personnellement. L'erreur la plus chère n'est pas celle que tu commets quand tu sais déjà que tu es en train de perdre. C'est celle que tu as commise bien avant, quand tout semblait bien et que tu as baissé la garde parce que tu te sentais en sécurité. La réponse n'est pas de pleurer. Ce n'est pas de mettre la pression. Ce n'est pas d'essayer de forcer une conversation qui ne va pas te donner ce que tu veux entendre. La réponse est d'observer, lire le modèle, sans te tromper avec ce que tu veux qui soit vrai. Récupérer de la valeur, pas pour elle, pour toi. Parce qu'un homme qui s'effondre quand une femme se refroidit montre déjà pourquoi la position était fragile dès le début. Couper le manque. Le manque n'est pas de l'amour. C'est l'absence d'identité propre. Et aucune femme au monde, ni celle que tu as perdue, ni la suivante, ne ressent d'attraction pour un homme qui se désintègre quand il n'est pas payé de retour.
Accepter la vérité avant que la vérité ne te détruise. La douleur existe. Je ne vais pas te mentir. Tu as investi, aimé, cru en quelque chose. C'est réel, et cela fait mal d'une manière très particulière. Cette sensation que le sol disparaît quand tu comprends que ce que tu croyais solide était une illusion bien montée. Mais l'humiliation est optionnelle. L'humiliation arrive quand tu restes, quand tu supplies, quand tu continues de feindre que tu n'as pas vu ce qu'il était déjà impossible de ne pas voir. L'homme mature ne court pas derrière une explication quand le modèle lui a déjà répondu « Cela je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris de la manière difficile. » Et si cette vidéo t'épargne, ne serait-ce qu'une fraction de ce processus, ça en valait déjà la peine. Regarde, le point n'a jamais été de la contrôler, n'a jamais été de l'espionner ni de faire le paranoïaque en vérifiant son téléphone. Le point est celui-ci. Tu ne peux pas te payer le luxe de te faire des illusions sur la place que tu occupes, parce que le coût de cette illusion tu le paies après, avec intérêt, en humiliation. L'homme qui ignore le modèle pour préserver son confort paie après. Il le paie quand elle a déjà pris la décision il y a des semaines et lui est encore là, surpris, demandant « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Elle te l'a dit. Seulement ce n'était pas avec des mots. Reconnaître que tu as perdu ta position est la partie la plus difficile, mais c'est seulement le premier pas. Parce que la question qui importe vraiment n'est pas « Que fait-elle ?» C'est « Que vas-tu faire toi avec ce que tu viens de comprendre ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà un pas en avant de là où tu étais quand tu as appuyé sur lecture. Ce n'est pas rien, et précisément pour cela je te le dis ainsi, sans fioriture. Si cette vidéo t'a déjà montré la blessure, il y a des choses que je ne peux pas dire ici sur YouTube sur comment récupérer le cadre, comment couper le besoin et comment cesser de te mettre en position d'être remplacé. Cela tu ne vas pas le trouver dans le contenu public. Tu le trouves à l'intérieur du code de l'obsession. Si tu veux vraiment arrêter de répéter le même modèle et commencer à jouer avec une autre mentalité, entre. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Parce que comprendre ce qui t'arrive est déjà une avancée. Mais savoir quoi faire avec ça, c'est ce qui te change la vie. C'était le maître de la sagesse. En 2024, les romans de dark romance, tu sais, ceux avec le type toxique, possessif, limite criminel, ont vendu 300% de plus que les histoires d'amour conventionnelles. En même temps, les mêmes femmes qui dévorent ces livres exigent des relations saines, une thérapie de couple et des red flags détectés à des kilomètres. Contradiction, n'est-ce pas? Eh bien non. La psychologie du désir féminin envers l'interdit n'est ni ce que les moralistes pensent, ni ce que TikTok simplifie en 15 secondes. Et si tu croyais que cela se résout avec « les femmes aiment les bad boys », assieds-toi, parce que ce n'est que le tutoriel du jeu. Cherche « femmes attirées par l'interdit n'importe où » et tu vas trouver deux narrations extrêmes en compétition pour savoir qui semble le plus sûr de soi. Récit Moi Prosuno, le psychologue pop d'Instagram. C'est à cause d'un traumatisme de l'enfance. Figure paternelle absente. Faible estime de soi. Tu as besoin de thérapie, ma reine. Ah, bien sûr. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise le désir humain, c'est sa simplicité linéaire. Freud serait fier de cette réduction du psychisme à une équation à 3 variables. Récit Punxido, le biotrutaire avec le podcast. Instinct de survie ancestrale. Gènes alpha. Sélection naturelle. Les femelles cherchent le mâle dominant. Parfait. Alors pourquoi le PDG multimilliardaire moyen n'a-t-il pas le harem du paléolithique? Est-ce que l'évolution a lu le mémo sur le consentement et a décidé de se mettre à jour? Les deux récits ont quelque chose en commun. Ils sont confortablement simplistes. L'un blâme le passé individuel, l'autre, le passé évolutif. Aucun ne s'arrête pour demander ce que signifie réellement l'interdit. Et c'est là le premier problème. Pourquoi interdit pour qui? Selon quel code? En 1950, un divorce était scandaleux. En 2025, ce qui est scandaleux, c'est de rester dans un mariage malheureux pour les enfants. Le concept d'interdit est une cible mobile, et le traiter comme une catégorie fixe est comme essayer de clouer de la gélatine au mur. Une étude de l'Université du Michigan, publiée en 2024, a trouvé quelque chose de perturbant pour les récits simples. 68% des femmes interrogées ont rapporté des fantasmes avec des scénarios interdits.
mais seulement 12% les considéraient moralement problématiques. Attends, comment? Elles fantasment mais ne voient pas ça d'un mauvais œil? Bienvenue à la différence entre désir psychologique et intention comportementale, entre ceux qui excitent l'esprit et ceux que l'on voudrait réellement vivre. Et cette distinction, qui devrait être évidente, semble confondre autant les conservateurs inquiets que les progressistes scandalisés. Et attention, c'est ici que je dois parler avec soin, parce qu'il y a des détails que je ne peux littéralement pas dire sur YouTube sans que le message ne soit déformé ou censuré. C'est pour cela qu'existe le code de l'obsession. C'est là que je t'explique ce qui se dit entre les lignes et comment l'appliquer dans la vie réelle. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à retourner le script pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. L'accès est là où il doit être. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Parlons du cerveau, qui est moins romantique mais plus honnête que n'importe quel discours moral. Quand nous expérimentons quelque chose d'interdit, depuis manger du chocolat pendant un régime jusqu'à fantasmer sur une situation taboue, le noyau accumbens, le centre de récompense cérébrale, s'active. Jusqu'ici, rien de nouveau. L'intéressant vient après. Des recherches récentes en neurosciences sexuelles montrent que ce centre ne s'active pas seulement par le stimulus en soi, mais par le contraste perçu entre le permis et l'interdit. C'est à dire, une partie de l'intensité ne vient pas du quoi, mais du fait que tu ne devrais pas. En termes pratiques, un baiser avec ton partenaire stable dans ton salon active un niveau X de réponse. Le même baiser, la même personne, mais dans un lieu inapproprié. Disons, le bureau vide à minuit active X plus delta de transgression. Maintenant, voici ce qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Ce delta ne disparaît pas avec l'éducation sexuelle ou la maturité émotionnelle. Ce n'est pas un bug du cerveau immature. C'est une fonctionnalité du système de récompense humain qui répond à la nouveauté, au risque contrôlé, à la rupture de modèles prévisibles. Et avant que quelqu'un ne crie que cela justifie des comportements dangereux, arrête-toi. Nous parlons de risques psychologiques perçus, pas de danger réel. Le cerveau peut s'exciter avec l'idée du danger sans avoir besoin du danger lui-même. En fait, une méta-analyse du Journal of Sexual Medicine de janvier 2025 a analysé 47 études sur les fantasmes sexuels et a trouvé quelque chose de crucial. Les fantasmes classés comme transgresseurs activaient les mêmes régions cérébrales que les activités à haut risque contrôlées, parachutisme, montagne russe, paris avec limite établie. Qu'ont-ils en commun? Le contrôle de la transgression. Ce n'est pas sauter de l'avion sans parachute, c'est sauter en sachant que le parachute est là. Ce n'est pas le chaos réel, c'est le chaos simulé. Le cerveau connaît la différence, même si le récit conscient ne l'articule pas toujours. Et ici entre un concept que la psychologie a mis des décennies à accepter parce qu'il sonnait trop inconfortable. L'excitation par transgression ne requiert pas de victime réelle. Tu peux fantasmer sur un scénario de pouvoir inégal, et dans ta vie réelle, être une féministe qui exige l'égalité salariale. Tu peux t'exciter avec l'idée d'être dominé et simultanément être la PDG qui prend des décisions pour 500 employés. L'esprit érotique n'est pas un manifeste politique. C'est un espace de jeu psychologique où l'on peut explorer des rôles que dans un contexte réel, tu serais la première à rejeter. L'anthropologue Wednesday Martin le résume mieux. Le désir féminin n'est pas une ligne droite vers la sécurité. C'est une carte complexe où le risque psychologique agit comme une épice, pas comme un plat principal. Mais si le désir pour l'interdit est si universel, pourquoi parle-t-on spécifiquement du désir féminin? Parce qu'il y a ici une asymétrie culturelle brutale que personne ne veut admettre. Quand un homme a des fantasmes transgresseurs, la société les normalise comme nature masculine. Magazines, films, blagues de bar, tout renforce que les hommes sont ainsi. Quand une femme articule le même type de désir, un débat moral s'ouvre sur son éducation, son traumatisme ou sa perte de valeur. Résultat, les femmes développent une relation plus complexe avec leurs propres fantasmes. Ce n'est pas qu'elles désirent différemment, c'est que le coût social d'admettre ces désirs est asymétrique. Et cela génère le paradoxe central. Pour beaucoup de femmes, l'interdit n'est pas seulement le contenu du fantasme, mais le fait même d'avoir ce fantasme. Pense-y. Si tu as grandi dans un environnement qui t'a dit que les femmes décentes ne pensent pas au sexe d'une certaine façon, alors l'acte de penser à cela est déjà, en soi, transgresseur.
C'est une interdiction à double couche, le contenu et le contenant. Cela explique quelque chose qui confond beaucoup de gens. Pourquoi les fantasmes interdits féminins ont-ils souvent plus de couches de contexte narratif que les masculins? Ce n'est pas parce que les femmes sont plus émotionnelles, mais parce qu'elles ont besoin de créer un échafaudage psychologique qui justifie la transgression. Ce n'est pas moi qui choisis cela, on m'y oblige. Fantasme de non-agir. C'est dangereux, mais il y a un fantasme de sacrifice. C'est mal, mais il y a un amour véritable en dessous. Fantasme de rédemption. Vois-tu le schéma? Toutes incluent une permission interne pour sauter la norme. C'est l'esprit créant un alibi face à soi-même. Et ici, l'ironie finale qui fait exploser les deux récits du début. Le phénomène BookTok de Dark Romance que j'ai mentionné au début. Ces livres qui vendent des millions ne sont pas seulement des histoires de bad boys. Ce sont des histoires où le bad boy est ainsi à cause d'un traumatisme profond que seule la protagoniste peut guérir. Où sa violence a une explication. Où sous le masque du méchant il y a un blessé qui a besoin d'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconstruction de l'interdit dans un cadre moralement acceptable. C'est avoir ton gâteau transgresseur et le manger avec la conscience tranquille. Les lectrices ne sont pas naïves. Elles savent que dans la vie réelle, ce type est un red flag sur pattes. Mais dans l'espace sûr de la fiction, elles peuvent explorer l'excitation du dangereux sans le danger réel. Elles peuvent ressentir l'adrénaline du risque avec le filet de sécurité de savoir que c'est juste de l'encre et du papier. Alors, pourquoi cherche-t-elle l'interdit? Parce qu'il y a 3 couches opérant simultanément qui sont rarement analysées ensemble. Couche 1. Neurobiologique. Le cerveau humain répond à la nouveauté et au contraste. La prévisibilité réduit l'activation du système de récompense. L'interdit est, par définition, l'imprévisible, le non-routinier. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un design évolutif. Couche 2. Psychologique. Le désir érotique ne répond pas seulement à ce qui nous convient rationnellement. Il répond à des archétypes, à des symbolismes, à des explorations de rôles que dans un contexte réel nous rejetterions. L'esprit érotique est un laboratoire de simulation, pas un manuel de conduite. Couche 3. Socioculturelle. Nous vivons dans une société qui est passée de réprimer la sexualité féminine à la sursaturer de mandats d'empouvoirment sexuel. Maintenant tu devrais apprécier le sexe, mais du type correct, avec la personne correcte, au moment correct, avec l'orgasme correct. La cage a changé, mais cela reste une cage. Et voici le tournant. Pour beaucoup de femmes contemporaines, ce qui est véritablement transgresseur n'est plus le contenu sexuel explicite. Cela est sur Netflix. Mais admettre que leur désir ne s'adapte à aucun récit politiquement correct. Vouloir être dominé ne te rend pas moins féministe. Fantasmer sur le pouvoir ne te rend pas plus féministe. Ta carte érotique n'a pas à voter aux mêmes élections que ton idéologie. Le problème n'a jamais été l'interdit. Le problème est la demande culturelle que ton désir soit cohérent, explicable, justifiable devant un tribunal imaginaire de juges moraux. Sais-tu ce qui est réellement radical? Accepter que le désir est complexe, contradictoire, et n'a besoin ni de permission ni d'explication. Que tu peux vouloir la sécurité émotionnelle dans ta relation et t'exciter avec des fantasmes de risque. Que tu peux défendre l'égalité dans la rue et explorer des dynamiques de pouvoir au lit. Que la complexité psychologique n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'humanité. Alors revenons au début. Ces femmes qui lisent de la dark romance tout en exigeant une thérapie de couple ne contredisent rien. Elles font exactement ce que le cerveau humain fait bien. Séparer l'exploration mentale du comportement réel. Le fantasme est un espace de jeu. Le problème n'a jamais été de jouer. Le problème a été que pendant des siècles, on nous a dit que les femmes ne devraient pas avoir cet espace de jeu, ou que si elles l'avaient, elles devaient en avoir honte. Et maintenant qu'il y a enfin un peu plus de permission culturelle pour explorer, de nouveaux censeurs apparaissent. Certains religieux, d'autres prétendument progressistes, te disant quels fantasmes sont corrects. Voici ma position impopulaire. Ton esprit érotique n'a pas besoin d'approbation externe. Ni de l'Église, ni du féminisme, ni de ton thérapeute, ni de la mienne. L'interdit n'est interdit que tant que quelqu'un te dit que tu as besoin de permission pour penser. Et penser, même des pensées qui t'incommodent, ne requièrent pas d'excuses. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'une chaîne YouTube posant des questions inconfortables un mardi après-midi. Et si cette vidéo t'a laissé avec cette sensation de « Ok, maintenant je comprends », mais comment utilise-t-on cela sans tomber dans des jeux idiots?
C'est exactement là que YouTube me lie les mains. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici sans que le message perde son tranchant. C'est pourquoi j'ai monté le code de l'obsession, pour te donner la partie que je ne peux pas mettre en public et la convertir en stratégie réelle. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à retourner le script pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. Et oui, le lien est dans le premier commentaire épinglé. On se voit dans la prochaine.